Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers compatriotes, chers amis, et vous êtes quelques-uns dans la salle. Alors, c'est avec plaisir que j'entame ce cycle de conférences en 4 temps, 4 épisodes consacrés à la laïcité, à l'épreuve des amalgames. Le mot amalgame est un mot arabe, pour ceux qui ne le savent pas. Ça témoigne du substrat arabe de nos langues latines, et c'est un substrat conséquent. Il y a davantage de mots arabes dans notre langue que ce qui émane du gaulois. Je le dis en passant parce qu'on a toujours entendu pas d'amalgame quand il y a eu des attentats. Et malheureusement, quand nous avons connu la fameuse Annus Horribilis de 2015, on n'avait pas trouvé mieux, le on, parfois sont certains hiérarques, que de dire « halte à l'amalgame », ceci n'a rien à voir avec l'islam. On ne pouvait pas se dédouaner uniquement par une phrase de cet ordre. Il fallait peut-être, en dehors de l'émotion, aussi voir tout un travail de refondation de pensée théologique aussi. Je ne pensais pas commencer mes propos par cela, mais c'est le mot amalgame qui m'y a emmené. Le premier épisode, j'ai cru comprendre que c'est la laïcité dans tous ses états. Nous verrons cela ensemble. Le deuxième temps, c'est la laïcité et l'islam, une incompatible irréductibilité pour certains, point d'interrogation. Nous verrons en quoi la question est pertinente ou pas. Le troisième épisode de mémoire, c'est l'héritage des Lumières, l'héritage de l'Aufklärung, comme un acquis de la modernité, cette laïcité. Et puis, la dernière fois, la dernière halte, ce sera la laïcité comme émancipation politique aussi. Les idées fortes sont celles-là. Aujourd'hui, c'est un propos introductif, quelques précisions, ce qu'est la laïcité ou ce qu'elle n'est pas. Vous savez, chez les théologiens, tout de suite, je vais utiliser un mot technique, mais que j'expliquerai immédiatement. Il y a ce qu'on appelle une définition apophatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apophatisme ? C'est lorsqu'on définit une chose par ce qu'elle n'est pas. Parce qu'on ne peut pas la définir parce qu'elle est, on dit ce qu'elle n'est pas. Alors les théologiens, quand ils parlent de Dieu, font parfois une approche apophatique, c'est-à-dire, bon, ils ne savent pas ce qu'il est, mais ils disent, bon, ce n'est pas telle ou telle chose. Donc, Dieu n'est pas un être humain, Dieu n'est pas ceci, n'est pas cela. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, je vous donnerai quelques définitions apophatiques de la laïcité, pour la simple raison que je n'ai nullement la prétention de venir vous dire ce soir « Ah, les autres n'ont rien compris et c'est votre serviteur qui vient vous donner la bonne définition. » Quelle énorme prétention et quelle gageure. Pour la simple raison, c'est que la laïcité n'est plus, je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait été dans son histoire, un concept autosuffisant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un concept autosuffisant ? Il suffit que je dise le concept pour qu'on se mette d'accord dessus. Ça ne l'est pas, ça ne l'a pas été, et ça l'est d'autant moins de nos jours qu'on éprouve systématiquement le besoin de lui accoler une épithète. La laïcité positive, la laïcité ouverte, la laïcité bienveillante, la laïcité tolérante, la laïcité intelligente. Or, s'il y a des adjectifs de cet ordre, les grammairiens nous parlent d'antonymes, c'est-à-dire les autres adjectifs qui sont contraires. Donc, s'il y a une laïcité positive, ça sous-entend de fait, ou en creux, qu'il y a nécessairement ou il y a au moins une laïcité négative, fermée, stupide, si c'est intelligente, exclusive, si on parle d'une laïcité inclusive, etc.
Et les grammairiens disent toujours, méfiez-vous des qualificatifs qui affaiblissent le substantif. Et dans certains cas, on pense préciser en rajoutant, mais en réalité, on diminue. Vous savez, lorsqu'on dit à quelqu'un « je t'aime bien », ce n'est pas du même ordre que si je lui disais « je t'aime tout court ». La démocratie participative n'est pas la démocratie tout court. La justice sociale n'est pas la justice tout court. Donc, dans certains cas, on pense préciser en rajoutant un adjectif, mais en réalité, on diminue le sens. Alors, cela témoigne du malaise ou du flou ou de l'imprécision ou de l'insuffisance, tout simplement, de la notion du concept de la laïcité. Et comme, encore une fois, je n'ai nullement la prétention de vous dire ben, ce soir, vous allez partir avec la bonne définition, on essaye d'approcher ensemble, et davantage lors du débat, et puis cette rencontre en 4 haltes peut-être nous aidera à comprendre davantage cette notion, ce concept de laïcité. D'abord, un survol historique du mot et de sa notion. Pourquoi est-ce qu'elle est mise à mal, cette laïcité, ce qu'elle n'est pas, encore une fois, et puis nous verrons par la suite que ce qui est peut-être mis la laïcité au cœur du débat ces 2 à 3 dernières années, c'est peut-être l'émergence du fait islamique dans notre pays. Fait islamique, alors encore voilà une expression. La chose islamique, l'islam tout court, mais l'islam tout court, on ne sait pas à quoi ça renvoie. Nous verrons ça la prochaine fois. Bon, alors, la laïcité, si je commence ma fameuse définition apophatique, et le contraire d'apophatique pour information uniquement, ça ne nous intéresse pas ce soir, c'est cataphatique. Moi, vous partez avec deux notions ou 2 définitions, mais pour ce soir, nous restons uniquement à l'apophatisme ou à une approche apophatique. D'abord, la laïcité n'est pas une valeur, comme certains le pensent. C'est un principe. Il y a une nuance entre la valeur et le principe. Il y a une science qui étudie ces choses-là, ce qu'on appelle l'axiologie. L'axiologie moderne, l'axiologie contemporaine distingue les valeurs des principes. En revanche, un principe peut être adossé à un corpus de valeurs. Alors je m'explique. On a eu au moment de l'hystérie, quoique le débat sur l'islam dans notre pays hystérise toujours les polémiques, et c'est pour ça que c'est bien d'avoir ces moments de dialogue serein sur des sujets tels que ceux-là, avec la distance critique nécessaire, la froideur d'esprit, le discernement, l'échange, parce qu'on n'est pas dans ces questions-là seul dépositaire de la vérité. Tout de suite, je fais une digression parce que j'aime à rappeler une double métaphore que j'emprunte à l'univers médical. Je distingue le chirurgien du médecin légiste. Alors, mutatis mutandis, on est dans la même situation lorsqu'il s'agit des sujets qu'on aborde dans le temps froid, le temps de l'histoire, et les sujets qu'on aborde dans l'actualité brûlante. Mutatis mutandis, on est dans la même situation. Le médecin légiste est celui qui, par vocation, par profession, autopsie le plus souvent, il ne fait pas que ça, mais le plus souvent autopsie des dépouilles mortelles, des cadavres froids, pour comprendre les raisons du décès. L'historien fait à peu près la même chose. Pas tout à fait la même chose, mais à peu près.
encore que l'histoire n'est pas dans des séquences linéaires. Parfois elles sont nombrilistes, l'histoire est mielleuse ou fielleuse selon celui qui la raconte. L'histoire a besoin d'être appréhendée dans une vision panoptique, globale. Il vaut mieux que l'histoire soit une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensées et de culture, mais aussi comme une archéologie du temps présent. Et le chirurgien, lui, opère in vivo. Et il a à cœur de sauver son malade. Il ne s'embarrasse pas d'autres considérations au moment où il est en train de l'opérer que de sauver le patient. Pareil, mutatis mutandis, on est dans la même situation quand il s'agit de la nation ou de notre société, ou des valeurs auxquelles nous croyons, celles de la République notamment. Et nous n'allons pas nous embarrasser d'autres considérations que, si je puis dire, de sauver le modèle qu'est le nôtre. Et donc, le débat sur la laïcité fait partie de ces débats d'actualité brûlante. Et si nous avons envie de sauver notre modèle d'engagement commun, je ne dis plus ou pas le vivre ensemble. Vous savez, il y a des expressions qui sont galvaudées comme ça et on ne sait plus à quoi elles renvoient. Parce que nous sommes ensemble, mais sommes-nous ensemble dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, dans la crispation, je vais même dire un grand mot, dans le communautarisme, qu'il faut d'ailleurs définir, qu'est-ce qu'on entend par là, ou voudrions-nous être ensemble, telle une mosaïque humaine vivante, en symbiose, en osmose, avec une synergie et cet engagement commun pour asseoir les fondations d'une nation commune, solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Donc je reviens encore une fois à l'importance de ces débats et saisir, cerner, comprendre cette notion de laïcité, ça en fait partie. Donc première définition de ce que n'est pas la laïcité, c'est que ce n'est pas une valeur, c'est un principe. Et nous avons entendu quelques relayeurs d'opinion, quelques hommes politiques, hommes pour cette fois, je ne l'ai pas entendu dans la bouche d'une femme, dire « Ah, mais il faudrait qu'on rajoute au triptyque républicain ou à la devise républicaine, la triade liberté, égalité, fraternité, laïcité ». Oui, sauf que les trois premières sont des valeurs et la quatrième est un principe. Je veux bien qu'on mette les quatre ensemble, mais on n'est pas dans le même registre, stricto sensu, du point de vue de la rigueur intellectuelle. Alors j'ai dit qu'un principe peut être adossé à un corpus de valeurs. Il peut en être même l'émanation. Et dans le cas de la laïcité, ça peut être l'émanation de ce triptyque républicain, mais la condition de son efficacité, de son effectivité, j'ai envie de dire, de ce corpus de valeurs au pluriel. Là, nous en avons trois principales, mais il peut en avoir d'autres, la solidarité aussi, l'entraide. Il y a encore un mot qui commence à sévir, c'est la bienveillance. Donc, je ne dédaigne pas la bienveillance, bien entendu, mais à un moment donné, il faut se méfier de ces mots qui surgissent, qui sévissent un moment et puis ils partent, ils sont remplacés par d'autres, etc. Donc ça, c'est une première définition. La deuxième définition, la laïcité n'est pas la philosophie de l'État. Je ne donne pas de nom ce soir, en tout cas, mais j'entends les uns et les autres, certains spécialistes, avec cette idée que le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition. Sinon, il ne serait pas un spécialiste, qui nous disent « Ah mais vous savez, la laïcité est la philosophie de l'État. Si la laïcité devient une philosophie, c'est qu'elle acquiert une épaisseur idéologique, doctrinale, par définition, auquel cas elle rivalise avec les doctrines en place. Or, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa vocation. La laïcité permet, de par ce principe juridique, aux différentes doctrines, et a fortiori les pensées religieuses ou les cultes,
de pouvoir cohabiter, exister ensemble, etc. Donc, ça ne peut pas être une catégorie parmi les catégories. C'est un principe qui transcende les différentes catégories. Si j'utilise un terme philosophique, les catégories. Donc ce n'est pas une doctrine qui s'ajoute à d'autres, c'est un principe qui permet aux différentes doctrines de se rencontrer, de débattre, de se confronter, au sens de la disputatio des auteurs latins. Et la disputatio des auteurs latins est héritière de la controverse, notamment de la maison de la sagesse à Bagdad. Je ne fais pas nécessairement des filiations, mais dans celle-là, j'en fais une. La controverse de la maison de la sagesse de Bagdad donnera naissance à la disputatio, pluriel disputationes, qui donneront naissance plus tard à la soutenance de thèse de doctorat. Donc, voilà, pour ceux qui s'intéressent à la confrontation des idées dans un cadre académique, universitaire ou froid, en tout cas. Autre définition, cette fois-ci elle n'est pas apophatique, c'est un principe juridique sans épaisseur idéologique, sans densité doctrinale, que je peux résumer par cette phrase un peu alambiquée que je dis comme ça rapidement. S'il faut que je la répète, je la répéterai. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et le primat reste toujours à la loi par rapport à la foi. Ça me paraît aussi de la plus haute importance de souligner, disons, cette corrélation ou ce face-à-face entre la loi et la foi. C'est un principe juridique qui garantit la liberté. Donc la laïcité est avant tout, essentiellement, un principe de liberté. De croire, de ne pas croire, le plus souvent on s'arrête là. Eh bien, votre serviteur ajoute systématiquement et de pouvoir changer de croyance. Parce que vous trouverez des gens qui vous disent « Ah, mais moi je suis pour la liberté de culte, pour la liberté de religion, pour la liberté de conscience, pour la liberté de croyance. » Mais une fois qu'on a opté pour un système de croyance, ça y est, on ne le quitte plus. C'est l'apostasie. Criminaliser l'apostasie de nos jours est un crime en soi. On ne peut pas entrer par effraction dans la conscience des êtres humains. C'est même le respect absolu et scrupuleux de la dignité humaine. Respect de l'intégrité physique, bien entendu, mais aussi le respect de l'intégrité morale, de la conscience. On n'y entre pas par effraction. Et la laïcité le permet. On verra comment tout cela a évolué dans l'histoire, etc. Donc, dans mes deux définitions apophatiques, ce n'est pas une valeur, ce n'est pas une philosophie de l'État. Et dans les définitions cataphatiques, si je puis dire, ou positives ou directes, c'est un principe juridique qui assoit la liberté, notamment la liberté de conscience, la liberté de culte. C'est la foi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi, et c'est toujours la loi qui prime la foi. Alors, pourquoi est-ce que la laïcité est dans tous ses états? Parce qu'elle n'avait pas joui très tôt de compréhension d'abord d'ordre sémantique. Et même au niveau des traductions, le fait de la rendre dans d'autres langues véhiculaires, d'autres pensées, il y a aussi une difficulté de la reprendre telle qu'elle, du fait de ne pas avoir une stricte synonymie de laïcité dans d'autres langues. Alors, les historiens des idées disent qu'on a rencontré d'abord, pas le mot,
je parle des idées d'abord, l'équivalent des idées de la laïcité, comme ça un peu à travers l'histoire. Il ne faut surtout pas commettre ce qu'on appelle des parachronismes. Le parachronisme par rapport à l'anachronisme est subtil et on n'arrive pas à le cerner. L'anachronisme est simple. Je dis souvent que si je viens vous raconter que Bonaparte a roulé en Mercedes classe S, vous souriez parce que vous êtes courtois et puis vous dites ce bonhomme divague. En revanche, lorsque mu par des idées d'avancée des droits de l'homme, des idées modernes, et puis je reprends une époque de l'histoire. Et je n'arrive pas à me projeter de l'état d'avancée des idées de cette époque-là, je commets un parachronisme. Le meilleur exemple qu'on pourra évoquer maintenant ou la prochaine fois lorsqu'on parlera des difficultés avec la tradition religieuse islamique, c'est la notion de dhimmitude, la dhimma, qui, de ce point de vue, du point de vue de nos avancées démocratiques, est un statut infériorisant, inacceptable. Ça fait des sujets, notamment juifs et chrétiens en contextes islamiques, comme des êtres infrahumains ou ce qu'on pourrait appeler des citoyens de seconde zone, sachant que le mot citoyen est déjà en soi problématique et puis qu'il était d'ordre confessionnel. En revanche, si on ramène les choses à l'époque, on peut trouver que c'était ce à quoi l'état d'évolution des esprits pouvait aboutir. Voilà un exemple de parachronisme qu'il ne faut pas commettre. Et donc je ne veux pas tomber dans le même travers en parlant de laïcité. L'idée, c'est qu'à l'époque, on pensait gouverner la cité en ayant pénétré le désir politique de Dieu. Si on était dans des sociétés régies par le monothéisme, notamment le monothéisme abrahamique. Alors que de nos jours, et nous nous en réjouissons, et de mon point de vue, c'est un acquis même de la modernité, ça reste toujours perfectible, mais c'est un acquis considérable, c'est que nous constituons, notamment en France ou dans le cadre laïque, une association politique autofondatrice de sa propre légitimité sans un principe transcendant qui la consacre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la légitimité de cette association politique en dehors du simple fait que les citoyens se sont mis d'accord pour être ensemble et d'obéir à la loi commune en réalité. Et de ce point de vue, la liberté de chacun est consubstantielle à la liberté de tous et le développement de chacun, la liberté ou le développement de la liberté de chacun est participative du développement de la liberté de tous. Mais pour arriver à cette notion où l'on n'a pas des individus qui prétendent avoir scruté la volonté divine et qui viennent l'imposer à leurs semblables et à leurs concitoyens, ben, il a fallu du temps. Donc c'est une sédimentation dans le temps pour cet acquis de la modernité. Les choses ne se sont pas faites facilement et simplement. Et le fait de dire qu'on appartient à une société ou à une association de citoyens et que cette association est autofondatrice de sa propre légitimité sans un principe transcendant qui la consacre, nous pouvons nous en réjouir, mais ce n'est pas sans poser quelques problèmes, au moins sur 3 niveaux. Le premier, c'est que, donc j'interroge avec vous, nous pourrons voir ça tout à l'heure lors du débat, qu'est-ce une démocratie
qui éludent ou esquivent les notions du sacré. Et surtout lorsque ces sacrés se multiplient. Et lorsque les citoyens ou les individus ont une prétention non négociable à leur propre sacré. Donc je pense que intellectuellement, nous avons besoin d'investir ces notions. Donc le premier niveau, c'est celui de la démocratie. Le deuxième niveau, c'est de comprendre, de cerner, de définir, peut-être de rendre le concept, la notion de la laïcité un peu moins lâche, moins au contour un peu plus défini. C'est ce que nous faisons ce soir. Et les trois autres épisodes à venir. Et le troisième niveau, ça concerne davantage les hiérarques religieux ou les théologiens ou les penseurs dans des cadres cultuels. Est-ce que les consciences croyantes trouvent-elles une fécondité à ce principe de laïcité qui engage leur propre foi? Comment raisonne-t-on, comment réfléchit-on à l'altérité confessionnelle dans le cadre de l'espace démocratique et sous la voûte commune de la laïcité? Voilà en gros les trois niveaux qu'il faudrait peut-être savoir à la fois interroger et investir intellectuellement. Donc je reviens à mon parcours un peu historique très très sommaire. On peut remonter jusqu'à Clisthène, jusqu'à Solon, peut-être au cylindre de Cyrus, peut-être même au code d'Hammurabi. Bon, je vois pour ma part, peut-être, il y a une proto-histoire de la laïcité et une préhistoire. Donc c'est ce qui précède la proto-histoire. Moi, je la vois sans chauvinisme aucun, ça serait malvenu, et les systèmes apologétiques montrent très vite leurs limites. Donc je ne suis pas dans une sorte d'apologie défensive pour la civilisation islamique. Mais quelqu'un comme Al-Farabi, l'Alpharabus des Latins, 872-950, dans sa Cité vertueuse, le titre exact c'est les avis, les opinions des habitants de la cité idéale, pour lui, la conquête du bonheur et la quête du salut peuvent et doivent se faire sans le recours à la révélation. Pour le Xe siècle, c'était d'une audace intellectuelle considérable. Tombé totalement en désuétude, c'est pour ça qu'il faudrait, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, qu'il faut réactualiser, pas pour les prendre telles quelles, mais s'inspirer, disons, de l'audace intellectuelle, de cette vision datant déjà à la charnière 9e, 10e siècle de quelqu'un chez Al-Farabi. Je la vois aussi, mais très vite, notamment, mais pas uniquement, chez Averroès, lorsque dans son traité décisif, disait s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, parce que la vérité ne contredit pas la vérité, mais l'accompagne et témoigne pour elle. Je passe très vite à des penseurs, notamment un John Locke ou un Pierre Bayle. J'étais jeudi dernier dans le Tarn, entre Castres et Mazamet, et on m'a fait visiter le musée du protestantisme, de la Réforme jusqu'à la laïcité. C'est ça la fresque historique. Et quand on a mis en exergue, ce sont les muséographes qui ont établi le parcours dans le musée, depuis les guerres de religion
jusqu'à la laïcité, on touche du doigt l'importance de cette notion qui a mis fin à des décennies, pour ne pas dire des siècles, de confrontation, de belligérance, de conflits à base religieuse. Donc, un John Locke ou un Pierre Bayle, ne serait-ce que ces deux-là, ont jeté les bases, cette fois-ci dans la proto-histoire de la laïcité, sans utiliser nécessairement le mot. Et puis, petit à petit, on arrive à la laïcité, en gros, fin 19e siècle, début 20e, et comme le temps passe, je finirai sur quelques aspects sémantiques. La substantivation au féminin laïcité est très récente dans le vocabulaire français. Ça date de 1871. Alors on aurait trouvé une trace dans les œuvres de Montaigne, pas à ma connaissance, mais peut-être qu'il y en a. Mais c'est Littré qui consacre le mot dans son dictionnaire de 1871 et notamment dans son addendum, dans la partie qu'il a ajoutée 6 ans plus tard, en 1877. Alors, il a composé ou construit ce substantif laïcité sur le grec tardif laïkos, qui lui-même s'enracine ou s'origine dans le grec ancien laos, qui est une des 3 dénominations du peuple. Vous avez ethnos, démos et laos. Le démos, c'est la population dans la cité, dans la police, avec S. Donc ce sont plutôt pour des considérations politiques, quand on parle du démos ou de la police, dont étaient exclus les femmes, les esclaves et les métèques. Je ne parle même pas du barbaros, donc, ou du xénos, c'est encore pire, l'étranger. Je ne parle même pas de celui qui ne parlait pas bien le grec. C'est pour dire que même la démocratie est perfectible et c'est toujours un point à l'horizon. L'ethnos, ce sont les caractéristiques plutôt culturelles, voire cultuelles du peuple. Et le Laos, c'est le bas peuple, comme une masse non définie par rapport au cléricoi, par rapport aux clercs, à ceux qui sont instruits, à ceux qui dirigent justement le peuple. Et on voit l'adjectif laïque, pas le substantif, dans un écrit du pape Clément Ier vers 96. Donc on est à la fin du 1er siècle de notre ère, de l'ère commune. Et donc cette construction de laïcité comme substantif sur le grec tardif laïkos, en renvoyant au peuple, n'est pas sans induire une double aporie, une double contradiction, un double paradoxe. Et je dis tout de suite que ce n'est pas l'étymologie des mots qui est importante en réalité, c'est le sens acquis. Et c'est l'usage qui consacre en réalité les définitions. Mais je ne m'empêche pas, peut-être par facétie, aux coquetteries intellectuelles, de souligner deux apories ou 2 paradoxes. La première aporie, c'est qu'étonnamment, on a érigé au rang de clé de voûte de nos institutions et qui maintient en équilibre, et heureusement,
l'ensemble des doctrines, ai-je dit tout à l'heure, et même des traditions religieuses et de leurs pensées, la pratique des cultes et tout ce qu'on veut, on a érigé comme clé de voûte de nos institutions quelque chose qui appartient à l'univers théologique d'une tradition religieuse. C'est curieux. Vous savez, selon le jus canonicum, donc selon le droit canon, on a deux états fondamentaux. On a l'état clérical et l'état laïque. Et être laïque, c'est être baptisé, faire partie du peuple de Dieu, être croyant, bien entendu, être chrétien. Et donc, c'est étonnant d'avoir choisi la notion de laïcité ou la notion de laïque pour l'ériger comme une notion de neutralité. Non, ça fait partie de la vision du monde et d'un univers idéal, pour ne pas dire idéologique, je dis plutôt un univers théologique, d'une catégorie des citoyens. Que ces citoyens soient merveilleux, les plus enracinés, les plus nombreux, la question n'est pas là. Mais ça montre qu'à l'époque, au moment où il y avait de sérieux affrontements entre les anticléricaux, enfin les fameuses deux France, la France cléricale et la France anticléricale, peut-être dans leur sagesse, les pères de la laïcité n'ont pas voulu ou n'ont pas trouvé qu'est-ce qu'ils mettent un peu comme situation un peu intermédiaire. Vous savez, le laïc, toujours selon le droit canon, n'est pas païen, n'est pas l'infidèle, n'est pas le sarrasin, n'est pas le bouddhiste ou l'hindouiste. Il est encore une foi chrétien faisant partie du peuple de Dieu. Et donc, on ne peut pas dire, on va mettre l'athéisme comme le rejet de la religion. On ne peut pas dire l'irreligion. À l'époque, on pensait, me semble-t-il. On ne va pas ériger la non-croyance comme doctrine. On va prendre ce qui ne sont pas clairs, disons, dans la cléricature, histoire de dire qu'il faut affranchir l'État de l'emprise de l'Église. Donc en gros, c'était le compromis à trouver. Ça ne va pas être sans quelques difficultés par la suite, mais après, les sens évolueront. Vous savez, de l'autre côté, outre Quiévrain, de l'autre côté du Quiévrain, être laïque, c'est être athée. Plus souvent, nos amis belges, pour eux, être laïque, c'est être athée. Et même chez nous, en France, avec nos propres concitoyens, combien de fois ai-je entendu dans des débats ah, mais vous savez, hier, il y avait une réunion formidable qui a mis ensemble des juifs, des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes et des laïcs. Et on ne sait plus s'il s'agit de laïc du substantif ou de l'adjectif. Ça sous-entend que ça devient la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Voilà une troisième définition apophatique. Eh bien, la laïcité n'est pas la religion de ceux qui n'ont pas de religion. Bien. Donc voilà une difficulté réelle due à sa construction, à sa construction conceptuelle. Et puis, on n'est pas qu'à cette première aporie. Et je finirai par le fait qu'on n'a pas pu la traduire ailleurs. La seconde aporie, comme ça il n'y a pas une troisième, c'est que on n'arrive pas à distinguer l'adjectif du substantif, et on peut être laïque comme l'esthète l'est pour l'esthétique. Donc on est là on dit qu'un tel est laïque, parce qu'il est pour la laïcité, ou il est pétri des valeurs de laïcité, de séparation, en tout cas de l'Église et de l'État. Victor Hugo disait bien l'État chez lui, l'Église chez elle.
le républicain l'est pour la République, et donc on a un laïc qui est pour la laïcité. Et bon, on peut trouver un croyant laïque, donc un juif laïque, un chrétien laïque, un musulman laïque, etc. Bon, c'est très bien. Mais il se trouve aussi que dans l'Église catholique même, il y avait, et il y en a toujours, des clercs qui sont pour la laïcité. Donc on a un clerc laïque. Mais comme le clerc, par définition, est non laïque, donc ça nous donne un non laïque laïque. Et cette aporie linguistique est aussi source de difficultés conceptuelles entre l'adjectif, le substantif, donc on ne sait pas à quoi ça renvoie. Même de nos jours, on ne sait plus, est-ce que bon, la laïcité s'applique uniquement, surtout dans le cadre du service public, aux fonctionnaires, est-ce que ce sont les usagers? Je suis sûr que ce sont des questions qui viendront au moment où on parlera de l'irréductible incompatibilité avec la tradition religieuse islamique. Point d'interrogation. Et je vous ai promis que je finirai par le peu de fortune qu'avait le mot dans les langues véhiculaires, notamment les langues véhiculaires de la pensée islamique, c'est-à-dire l'ourdou, l'arabe, le persan, le turc, le gujarati aussi. On n'a pas trouvé l'équivalent de laïcité. D'ailleurs, on n'avait pas non plus en espagnol, en italien, en anglais. Bon, par la suite, les choses sont venues. On a voulu traduire le terme et on n'a pas su. Donc on était obligé de créer, si on était en langue française uniquement, des barbarismes qui sont de deux ordres. Le premier, c'était mondité, c'était même pas mondanité, c'était mondité. L'équivalent de mondité, ou parfois c'était en gros l'équivalent du scientisme. Et quand on expliquait à certains en disant mais qu'est-ce qui se passe en France quand il y avait les débats houleux, notamment aux alentours de 1905 et bien avant, et surtout les pères de la Nahda. La Nahda est un terme arabe qui renvoie à la Renaissance, le renouveau, la résurrection. Et c'était souvent des chrétiens arabes qui étaient derrière la traduction du mot. Alors il disait, bon, ce sont des gouvernements qui ne se réfèrent pas, à Dieu, à la foi. Et il y avait des cas où on avait dit que c'est le gouvernement de ceux qui n'ont ni foi ni loi. Ça a été compris comme ça. Et donc les gens s'étaient effarouchés à l'idée que ça allait être le gouvernement, en gros, de la voyoucratie. Comment se fait-il qu'on allait gouverner sans avoir une référence à ce fameux principe transcendant qui consacre la société ou qui met du liant, de la cohésion dans la société pour qu'elle puisse être gouvernée, régulée, etc. Donc voilà les quelques considérations, prenez-les presque par touche un peu impressionniste, de la laïcité, un peu dans tous ses états, pour ce premier épisode de notre rencontre. Merci de m'avoir écouté, puis je répondrai à vos questions si je peux répondre, au sens de si je sais répondre. Sinon, nous réfléchirons ensemble. Merci.